Bonjour tout le monde. Je m'appelle Robert Reddy. Au nom du Conseil international canadien et de Canada Caribbean Institute et de mon collègue, le professeur Stephen Beryani de l'Université d'Ottawa, je suis heureux de vous accueillir à cet événement sur la situation en Haïti. Before we begin, I would just like to say a few words about the two organizations that are helping to bring this event today. The Canadian International Council has been around since 1928 as a nonpartisan charitable organization, and it provides a platform for citizens in Canada to help shape our place in the world. We have 18 branches located across the country, and volunteers host numerous in-person and online events such as this for our members and for the general public. We also mentor and support students through a variety of programs, and we further engage with a wider public through a variety of online and print publications. The Canada Caribbean Institute was founded in 2020, a little more recently, and it's the product of some work that the University of the West Indies and Brock University undertook. It has now grown into a collaboration between 12 colleges and universities from Canada and the Caribbean. And the mission of the Institute is to provide a forum to connect academic institutions, scholars, the business sector, public sector, civil society, to examine issues of interest in the Caribbean. It's to inform and encourage collaboration on important social, environmental, and economic issues that are vital to shared prosperity, and to identify opportunities related to expanding those ideas. These organizations, though, have really played a role in the background. The inspiration and organizer for this event is really my colleague, Professor Stephen Beryani of the University of Ottawa. Without Steve, possible. Although it was not our plan, it seems we've scheduled this event for on a potentially difficult date in Haiti. February 17th, I understand, is often considered, or February 7th is often considered to be a key date in Haiti's history, the date on which Jean-Claude Duvalier fled for France, the date Jean-Bertrand Aristide was sworn in. And I gather, even on top of the normally volatile situation in Haiti, today has been called as a day of national demonstration in support of the resignation of Prime Minister Ariel Henry. But I am not an expert in those matters. Our panelists are, and I hope we're going to have some light shed on the situation there. We're very lucky to have three distinguished speakers. I'll leave the introduction to Stephen in just a moment. For those who have joined us, the event will take place in English and French, but primarily in French. The speakers who will address you in French will have a much better grasp of the language than I. But please feel free to submit questions in either English or French, and we'll try to ensure that we can get them to the panelists and hopefully get them addressed in the course of the session today. So without anything further from me, I would turn it over to Stephen to really get us into the heart of the matter. Stephen, over to you. Thank you very much, Robert, and thank you to CIC and the Institute for organizing this event. Merci à vous tous et toutes de nous rejoindre aujourd'hui pour un panel sur Haïti, quelle perspective pour 2024. Quelques mots de contexte pour ajouter à ce que mon collègue Robert a déjà dit en anglais. Donc, malgré d'importantes résolutions du Conseil de sécurité en octobre de l'année dernière, la situation en Haïti reste critique. Le renforcement de la police nationale
et ses efforts pour contrôler les violences perpétrées par les gangs améliorent-ils la sécurité sur le terrain? C'est la première question que nous avons posée aux panélistes. Je vais lire les autres questions et ensuite on fera plusieurs tours de questions et réponses avec les panélistes que je présenterai dans un instant. Deuxième question, quelles attentes sont réalistes pour le déploiement de la mission multilatérale de soutien à la sécurité en Haïti, autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU? Quel est l'impact des sanctions aussi autorisées par le Conseil de sécurité contre les dirigeants des gangs et les personnalités accusées de collaborer avec eux? Quel est l'état du dialogue entre le gouvernement de facto et l'opposition? Quelles sont les perspectives finalement pour un accord de transition menant à l'élection d'un gouvernement plus légitime un de ces jours, espérons-le. Nous avons trois éminents panélistes avec nous aujourd'hui pour nous aider à répondre à ces questions. D'abord, un grand plaisir de présenter Jackie Lumarque, qui est recteur de l'Université de Quisqueya en Haïti, à Port-au-Prince. Entre autres, il a aussi dirigé l'année dernière l'initiative interuniversitaire en quête d'une solution haïtienne à la crise. Ensuite, il me fait plaisir de vous présenter Maître Yudline Cherizard, qui est secrétaire générale adjointe de la Fédération des barreaux d'Haïti. Elle est aussi doctorante à l'Université d'État d'Haïti, où elle, on l'espère, soutiendra très bientôt sa thèse doctorale sur le faible contrôle par l'État du trafic des armes légères et moins légères en Haïti. Finalement, c'est vraiment un plaisir aussi de vous présenter Henri-Paul Normandin, qui est en ce moment fellow à l'Université de Québec à Montréal, et il a été ambassadeur du Canada en Haïti, donc, et il reste branché sur Haïti, donc c'est aussi un fin connaisseur de la problématique. Donc, juste avant de passer la parole aux panélistes, je réitère ce que Robert a dit au sujet du chat. Si vous avez des questions, d'abord, on vous avez écouté un petit peu. Ensuite, si vous avez des questions vers la fin, de mettre ces questions dans le chat et on fera de notre mieux pour en recueillir quelques-unes et les poser aux panélistes au dernier tour. Mais pour l'instant, je relance la première question, donc dans le premier bloc de 3 blocs portant sur l'insécurité en Haïti. La première question, c'était par rapport à la police nationale d'Haïti, son renforcement par l'ONU, par le Canada, les États-Unis et d'autres partenaires, et ses efforts donc, de la police pour contrer les violences perpétrées par les gangs. Que change-t-il? Quel est l'impact de ces efforts-là, de ce renforcement-là sur le terrain? D'abord, je passe la parole à M. Lumarque. Merci Stéphane et bonjour à tout le monde, bonjour aux collègues présents sur la table et aussi bonjour à ceux qui nous écoutent dans ce webinaire. Eh bien, Stéphane, c'est une question très généreuse et formulée avec un esprit positif de votre part. C'est même encourageant, je dirais. Mais malheureusement, la réalité est autrement. Je ne suis pas certain que nous puissions parler de renforcement de la PNH. Et au 31 décembre de l'année dernière, 2023, et la PNH comptait un effectif de 13 196 agents, à peu près. Il y avait 12% de femmes, 1580. Alors, c'est un effectif qui nous met vraiment très, très en dessous du ratio de 2 policiers pour 1000 habitants, recommandé par les Nations Unies. Il faudrait pour cela un effectif d'un peu plus de 26 000 agents pour les 12 millions d'habitants. Donc, on est vraiment moins que 50% en dessous de la norme. C'est une façon de vous dire que ce corps fonctionne actuellement avec
à peine la moitié des effectifs qui sont nécessaires et qui pourraient l'aider à poursuivre sa mission dans un environnement normal, c'est-à-dire sans le niveau de violence extrême qui caractérise aujourd'hui la société haïtienne. Alors, renforcement, non, non, vraiment pas, bien au contraire. Et les données, je vais faire appel aux données, montrent au contraire une hémorragie d'abord, une hémorragie croissante des effectifs. Et si je me réfère au dernier rapport du BINU de janvier 2024, il y a 1663 agents qui ont quitté l'institution en 2023. OK? C'est 2 fois plus que la moyenne des agents que nous ne formons pas. On n'arrive pas à former plus de 700 agents par an et en moyenne. Et entre 2021, si je monte à 2021, entre 2022 et 2023, c'est 3000, c'est plus de 3000 agents, 3246 exactement agents qui ont quitté leurs fonctions. OK? En grande partie, les abandons de poste. Je n'ai même pas besoin de mentionner le programme humanitaire de Biden, qui est l'attrait le plus important. Alors, donc il resterait donc 13 000 agents environ. Mais quand nous disons 13 000 agents, figurez-vous, ce sont des agents qui sont sur le payroll. Et ce ne sont pas des effectifs opérationnels sur le terrain. Il y a plusieurs soustractions à faire. D'abord, il faut soustraire les zombies. Les policiers zombies, ce sont ceux qui continuent d'être sur le payroll et qui ne se présentent pas à l'emploi. Ils sont chez eux et ils sont déjà partis aux États-Unis ou ailleurs, au Nicaragua aussi récemment. Mais en plus de ces zombies, il faut en faire aussi ceux qui vont former le cortège des ministres, des directeurs généraux et autres VIP, conseillers et alliés du gouvernement. Okay? Donc, ensuite, je ne compte pas ceux qui sont partis dans les gangs ou qui continuent de faire le va-et-vient entre la police et les gangs. Donc, ce n'est même pas encouragé. Donc, on estime, l'ONU pensait qu'on pourrait avoir entre 9 et 10 000 agents effectifs disponibles pour la mission de protection et de service à la communauté. Mais c'est encore plus bas si on prend en compte le phénomène de ce que j'appellerais la privatisation de la sécurité. Savez-vous qu'un grand nombre de commissariats ont allons dire, des conventions, des contrats avec des entreprises et ces commissariats mobilisent leurs agents pour protéger les immeubles, le personnel et aussi les convois de marchandises qui doivent traverser des zones fragiles. Donc, face à de telles données, comment s'étonner que la police est en train de perdre territoire sur territoire? Et là-bas, c'est un autre constat encore. Donc, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas de progrès non plus. Elle s'est montrée inefficace et on a perdu Martissan en 2021, on a perdu Canaan, on a perdu Carrefour-Feuille, Pernier, etc. Maintenant, on menace Mariani et Solino. Solino, c'est le dernier rempart qui permettrait de prendre possession de tout le cœur économique de la capitale. Et la PNH n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de faire face à la progression des gangs et à leur. Alors, maintenant, que font les autorités et que fait la communauté internationale? C'est des questions aussi qu'il faut adresser. Et d'abord, regardons les chiffres dans le budget du PNH, regardons les moyens mis par l'État. 90% au minimum du budget sont dans les salaires. Des salaires qui sont déjà insignifiants et payés en retard. L'autre jour, en décembre, le ministre était content d'annoncer que grâce aux revenus exceptionnels de la douane, on a pu payer jusqu'au mois d'avril et les mois d'après. Okay? Donc, donc, budget insignifiant et presque nul pour les opérations et encore moins pour les investissements. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans l'ensemble de l'administration publique haïtienne. Tout ce qui se fait comme investissement se fait dans le cadre d'un projet qui est financé par un bailleur externe. Il n'y a jamais d'investissement et sur la base de ressources du Trésor public. Et ces budgets, donc, toujours sont mal ajustés par rapport aux besoins. Les délais de mise en œuvre sont excessifs et souvent les promesses ne sont pas tenues. Il y a plus d'argent dans les comptes ou dans les annonces que dans la réalité. Okay? Mais je voudrais attirer l'attention sur une déclaration du secrétaire d'État Blinken en 2023.
il a dit avoir investi 12 millions de dollars en 2021 pour renforcer la PNH. Aussi, et ensuite 30 millions pour équiper une unité anti-gang. Il déclare aussi avoir donné 100 véhicules non blindés, et 1 millier d'équipements de protection. Et dans le même temps, il annonçait 210 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Alors, il faut réfléchir. 210 millions de dollars d'aide humanitaire, il y a à peine la moitié pour la sécurité. Alors que la demande urgente, pressante des Haïtiens, c'est sécurité d'abord. On préfère mourir de faim, mais assurer que nous avons la sécurité qui nous donne la capacité d'aller chercher nous-mêmes la nourriture. Okay? Et donc, souvent, on a l'impression qu'il y a un désajustement de ce que propose la communauté internationale et ce qui sont les besoins réels de la population. Un autre exemple, je vous réfère à l'article, à l'étude de France Duval, la semaine dernière dans le Noveliste, et qui parlait maintenant du basket fund. Le basket fund, c'est le fonds géré par le PNUD et qui est alimenté par différents bailleurs, le Canada, les États-Unis, la France, etc. Et l'exemple, partant, ils ont collecté environ 25 millions de dollars pour un programme de 24 mois, un programme de renforcement de la police. Et aux 3/4 de l'échéance de ce programme, ça veut dire 18 mois après, ils ont seulement engagé, tenez-vous bien, 28% de ce montant. Quand je dis engagé, ça ne veut pas dire des montants qui ont été dépensés. Les montants sont engagés. Okay? Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas créé les conditions pour mettre à la disposition de la PNH les ressources nécessaires en termes d'équipement appropriés, en termes de formation appropriée aussi, et en termes aussi, je dirais, de moyens de motivation des troupes. Okay? Je donne un exemple. Je vais citer cet article-là. Au plan logistique, On est un peu pris dans le temps, s'il vous plaît, monsieur combien de Lemar. minutes? Combien il me reste de temps? Moins 3 minutes. Moins 3 minutes? Oui, donc 30 secondes, s'il vous plaît. De 3 secondes alors? 30. Bon, eh bien, je Pour ce vais tour. répondre aux questions plus tard, mais c'est pour dire qu'au plan logistique, on manque de tout. On manque de blindés, on manque d'un génie ou de génie, on manque de support héliporté, on manque de drones de reconnaissance, on manque de pièces de rechange pour les équipements, on manque de drones d'attaque, de fusils d'assaut, alors que les bandits en face sont bien équipés. Alors, comment parler de renforcement? Donc, et les appuis et du gouvernement et de la communauté internationale montrent qu'il n'y a pas assez de moyens focalisés sur les besoins réels. Et ensuite, les résultats, c'est que les gangs progressent et la police régresse. Voilà. Je m'arrête ici, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère que les questions permettront d'être plus abondantes. Merci beaucoup pour ce bilan très réaliste, fort, mais réaliste. On passe la parole à Maître Cherizard sur cette même question. Oui, merci beaucoup Stéphane de me passer la parole. Monsieur Lumarc a dit beaucoup de choses parmi les réponses que j'allais donner, mais j'en ai d'autres. Et pour commencer, par rapport au renforcement de la police nationale, contrairement à Monsieur Lumarc qui a dit qu'il n'y a pas eu d'effort de renforcement, et pour moi, j'avancerai pour dire qu'il y a eu des efforts qui ont été consentis au point de vue stratégique pour ce qui concerne la police nationale d'Haïti. Et si on se rappelle, le Canada, particulièrement, a financé 3 plans stratégiques étendus sur de la période de 2006 à 2021. Donc, 3 plans, je crois que c'est 2006, 2011, ça fait 6, 11, oui, 2016, 2021, 2011, 2016, 2016, 2021. 3 plans stratégiques pour essayer d'accompagner la police nationale au point de vue de formation, au point de vue opérationnel, au point de vue de la question de genre et au point de vue de matériel, etc. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est ces 3 plans stratégiques qui ont été très coûteux. La question qu'on doit se poser, c'est pour quel résultat? Et malheureusement, ces 3 plans, le financement de ces 3 plans n'a pas donné trop de résultats quand on constate ce qui est en train de se passer au sein de la police nationale. Donc, ces 3 plans
j'ai bien dit tout à l'heure, un des points de ces 3 points a été de renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale. La deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que effectivement la police a été renforcée au point de vue opérationnel? Moi, je dirais oui. Mais l'autre question qu'on doit se poser encore, c'est la capacité opérationnelle de la police nationale d'Haïti a été renforcée pour quelle situation? Parce qu'aujourd'hui, là, on est dans une situation qui dépasse les compétences de la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti a été formée pour contenir les foules, pour établir la paix publique, pour établir l'ordre public. Et aujourd'hui, on est dans quelle situation? On est quasiment dans une situation de guerre en Haïti. Maintenant, cette situation de guerre, on l'a eue, c'est suite à la circulation, à la grande circulation d'armes à feu en Haïti. Et je dois rapidement ouvrir une parenthèse et pour la fermer tout de suite, c'est que le contrôle des armes à feu n'a pas été parmi les priorités, des bailleurs dans les 3 plans stratégiques, malheureusement. Parce que le service qui est responsable du contrôle des armes à feu en Haïti, qui est le SPAF, n'a pas été renforcé. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous parlons, le SPAF ne peut pas dire clairement à la population, voilà ce que vous devez faire pour arriver rapidement à, comment je peux dire ça, à légaliser une arme à feu. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont sur le papier, il y a des circulaires, il y a des notes de service qui ont été transmises aux agents, aux services, etc. Mais c'est loin, très loin d'être suffisant parce que aujourd'hui, au niveau des départements, personne ne peut dire où est-ce que quelqu'un qui possède une arme à feu peut se rendre pour la légaliser. C'est un service qui est resté non seulement concentré à la capitale, avec peu de moyens et qui offre un service très opaque. Maintenant, comment contrôler ces gangs armés dans l'état actuel de leur configuration et de leur mode opératoire? Comment la police peut-elle arriver à contrôler les gangs dans l'état actuel de leur mode opératoire? Comme je l'ai dit tantôt, le contrôle des gangs dépasse largement les compétences de la police. Et je prends une minute pour m'expliquer un peu. Donc, le chaos provoqué par les gangs armés en Haïti. Quand on parle de chaos, je peux citer le kidnapping, le viol, des meurtres, guerre entre les gangs rivaux, la chasse aux populations civiles, conquête des territoires, eh bien, tout ça s'apparente à une logique guerrière. C'est comme si la population était gérée par des occupants et les gangs étaient les troupes étrangères. C'est dans cette situation qu'on est en Haïti. Maintenant, protéger et servir, garantir l'ordre public, assurer la sécurité publique, qui sont entre autres les missions de la PNH, de toute évidence, cette mission est presque une mission impossible parce que les gangs sont devenus si puissants qu'ils sont en train de saper le peu qui reste des valeurs et de la dignité de notre institution, ou bien de cette institution qui est la PNH. Donc, ceux qui sont attentifs verront, entre autres, que la PNH est dotée de nouveaux véhicules, par exemple, ces derniers temps, de motocyclettes, entre autres, de certains matériels. Mais là, encore, l'autre question, ces matériels sont-ils adaptés dans le contexte du traque des gangs armés? Donc, qui disposent d'ailleurs d'armes assez sophistiquées, qui disposent de drones, de matériel de communication, de véhicules blindés pour certains gangs, hein, et ils disposent aussi d'énormes moyens financiers pour leur prise en charge, pour l'achat de nouveaux matériels et leur travail d'intelligence. Donc, les efforts de la PNH dans la lutte contre les violences perpétrées contre les gangs sont donc, ou bien se retrouvent donc noyés dans l'intensification de la puissance de ceux-ci un peu plus chaque jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yudlin.
aussi un bilan peut-être légèrement plus positif au début, mais assez accablant vers la fin. On passe donc la parole à M. Normand. Merci. Dans un premier temps, bonjour Stephen et Robert. Bonjour à mes collègues co-panélistes et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui. Un plaisir de me joindre à cette conversation. On dirait en anglais « very timely » compte tenu de la journée du 7 février. Alors, à la question, tout d'abord, deux constats. Le premier est assez évident. C'est que la capacité de la PNH n'est pas présentement à la hauteur des défis de la sécurité en Haïti. Je pense que c'est l'évidence même, et mes collègues en ont d'ailleurs parlé. Un deuxième constat, toutefois, qu'on souligne peut-être un peu moins souvent, c'est que la PNH réussit quand même parfois à faire des interventions sur le terrain qui s'avèrent des succès relatifs. Alors, donc, il y a quand même une certaine capacité. Dans certaines occasions, la PNH arrive à neutraliser des criminels. Alors, ce sont deux constats pour commencer. Maintenant, pour faire un peu l'évaluation de la capacité de la PNH, un peu à travers le temps, et puis j'utilise comme année de référence 2010 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'au début des années 2010, il y a eu beaucoup d'efforts pour appuyer la PNH, non seulement du Canada, mais aussi d'autres bailleurs de fonds et bien sûr des Nations unies, la MINUSTAH entre autres. Et dans ce cas-ci, je dois dire qu'au fil des années, il y avait quand même un certain progrès qui était réalisé en matière de capacité de la PNH. Graduellement, la capacité augmentait. On a mis sur pied une académie, on a fait de la formation, etc., etc. Et le nombre d'effectifs augmentait pendant un certain temps. On visait à l'époque 15 000 agents, ce qui n'est pas une cible très élevée, j'en conviens, mais graduellement, on progressait vers cela. Maintenant, par rapport à aujourd'hui, effectivement, il y a toujours des problèmes significatifs qui sont là. M. Limarque a mentionné, entre autres, le problème de l'attrition. Effectivement, j'allais le souligner, mais vous l'avez fait. C'est difficile d'avoir une police qui a une certaine capacité quand ses effectifs continuent de quitter, comme ils le font présentement. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette capacité qui était en croissance pendant un certain temps, maintenant, n'est plus à la hauteur des défis? Il y a plusieurs explications, je vais en mentionner très brièvement trois. La première, c'est la situation politique et la situation institutionnelle en Haïti. Pour n'importe quelle institution publique en Haïti présentement, c'est extrêmement difficile d'opérer parce que l'État n'a pas la capacité financière d'abord, et deuxièmement, à cause de l'impasse politique. Quand il n'y a pas de direction politique à l'État, incluant la PNH, c'est très difficile pour les institutions de fonctionner et la PNH ne fait pas exception. Le deuxième facteur qui a changé, c'est que les gangs et les criminels sont beaucoup plus puissants et équipés maintenant qu'ils ne l'étaient, disons, il y a une douzaine d'années. Alors ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je vais mentionner, au risque de ne pas faire l'unanimité sur ce sujet, je pense que le départ de la PNH aussi, pardon, pas de la PNH, mais de la MINUSTAH, n'a pas aidé. On peut reprocher beaucoup de choses à la MINUSTAH, notamment, évidemment, les enjeux de mauvais comportements sexuels et les enjeux de choléra. On peut reprocher beaucoup de choses de façon légitime à la MINUSTAH, mais je pense un fait est pratiquement indéniable, selon moi, c'est que la MINUSTAH apportait quand même une certaine stabilité en matière de sécurité et un appui à la PNH qui était utile. Alors donc, ces trois choses-là font en sorte qu'aujourd'hui, la PNH n'est plus à la hauteur. Et je vais terminer en soulignant un point important, je pense, c'est que je pense que la situation sécuritaire en Haïti et la situation politique sont tributaires l'une de l'autre. Au fil du temps, on a vu que quand la situation politique se détériore, la sécurité se détériore. Et inversement, quand la sécurité va mal, ça a un effet négatif sur la stabilité politique. Il y a une corrélation entre les deux. Et présentement, malheureusement, on est dans une situation où, d'une part, l'impasse politique, d'autre part, la situation sécuritaire, les deux s'imbriquent l'un dans l'autre et on est un petit peu dans une spirale vers le bas. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je pense que oui, dans une certaine mesure.
Il y a beaucoup d'appui, effectivement, qu'on donne à la PNH, que beaucoup de bailleurs de fonds donnent à la PNH. J'en conviens, ce n'est pas toujours optimal. Il y a beaucoup de choses à redire et à critiquer. Puis effectivement, ça fait l'objet de débats dans les journaux présentement. Mais au moins, les bailleurs de fonds sont là pour essayer d'aider la PNH, avec plus de moyens même qu'il n'y en avait à l'époque. Alors donc, on va espérer que ces efforts-là auront un certain succès, et ce qui va nous amener probablement à votre prochain sujet de discussion, qui est la mission multilatérale. Merci beaucoup, Henri-Paul, pour ces ajouts, aussi cette perspective historique sur les hauts et les bas du développement de la PNH. Yudlin aussi, d'ailleurs, l'a mentionné. Hauts et les bas du développement de la PNH depuis 10, 15, 20 ans, et les hauts et les bas de l'assistance et la présence internationale en Haïti. On reviendra à votre deuxième grand point, c'est-à-dire cette imbrication entre l'insécurité et l'instabilité politique. On reviendra au volet politique dans nos dernières questions, mais passons, comme vous l'avez prévu, maintenant à la mission multilatérale de soutien à la sécurité, puisque vous êtes tous d'accord que toute seule la PNH, dans son état actuel, ne peut pas confronter et neutraliser les gangs et rétablir la sécurité publique nécessaire pour la survie des Haïtiens, des Haïtiennes, mais aussi pour des élections, etc. Donc, à cause de ça, le déploiement de cette mission multilatérale est toujours très espéré par certains, critiqué par d'autres, on le sait. Donc, dans ce cadre, quelles attentes, à votre avis, sont réalistes pour le déploiement de cette mission? D'abord, le déploiement, parce qu'on sait tous que c'est bloqué par un litige stratégique dans un tribunal du Kenya en ce moment. Donc, quelles sont les perspectives pour son déploiement et surtout, éventuellement, pour son renfort ou pour contribuer à la transformation de la situation sécuritaire en Haïti? Donc, je passe la parole de nouveau à mon ami Jackie, en te priant, Jackie, de te limiter à 5 minutes. D'accord, merci Stéphane. Alors, sur le principe d'abord du déploiement, il y a ce que j'appelle le dilemme haïtien. Nous sommes devant un dilemme parce qu'aujourd'hui, le constat est que nos forces de sécurité sont dépassées. Pour toutes sortes de raisons, on ne voit pas de quelle manière celles-ci vont pouvoir, à court terme, acquérir la capacité nécessaire pour faire face à la puissance de feu des gangs. Et de notre côté, c'est aussi l'histoire qui parle, le pays conserve un goût amer de toutes les formes d'intervention étrangère qu'il a connues dans le passé. Ce qui fait que, quel que soit le nom que l'on donne à quelle que soit la forme de coopération étrangère, dès que celle-ci s'accompagne d'une présence de corps armés étrangers sur le territoire, on va faire face à une certaine réticence du corps social comme un réflexe. Et les voix les plus percutantes, les personnes les plus vocales, si on peut dire, celles qu'on entend le plus, qui ont la capacité d'avoir accès aux médias, semblent s'exprimer contre ça. Mais quand on fait les sondages qui ne sont pas suffisamment diffusés, ils montrent qu'une majorité de la population haïtienne est favorable au déploiement d'une force étrangère. Et ce qui fait que maintenant, la question n'est pas tellement celle de la capacité, mais aussi de la confiance. C'est parce qu'on n'a pas confiance dans la PNH, dont certains éléments font le va-et-vient entre les gangs, okay? Et qui renseignent aussi parfois les gangs sur les opérations qui sont planifiées. Surtout, on n'a pas confiance dans le gouvernement. Et pour deux raisons, le gouvernement ne montre pas qu'il a fait suffisamment d'efforts, qu'il s'est suffisamment engagé lui-même avec le source propre du milieu pour affronter les gangs. Et s'est contenté d'une sorte d'attente permanente et chimérique
par rapport à des forces étrangères. Dans l'intervalle, on est condamné par l'inaction. Okay? Donc, il y avait certainement beaucoup d'espoir dans cette mission, en raison de la situation, non seulement sécuritaire, mais aussi humanitaire. Aller demander aux gens qui sont déplacés et s'ils peuvent continuer à dépendre de la police, s'ils sont contre une force étrangère. Non, les gens vous diront oui. Okay? Maintenant, la perplexité vient du fait de la décision, comme vous le savez, de la Haute Cour de justice, n'est-ce pas, de déclarer illégal. Et on écoute bien le président Outo qui dit qu'il va bypass cette mesure. Alors, on s'interroge aussi, ça nous rend plus sceptiques, de quelle manière un chef d'État qui accepte un mandat sous contrôle onusien va déclarer qu'il va faire une action à l'échelle internationale en violant sa propre constitution de manière frontale. Donc, il y a donc un scepticisme qui s'est développé en Haïti, n'est-ce pas, sur cette mission-là. Et on se demande aussi, mais pourquoi il n'y a pas d'autre solution? C'est peut-être parfois, on arrive à comparer la réaction américaine, par exemple, et face au terrorisme dont Israël était victime. On voit la rapidité de l'action, la fugacité, l'impressionnant déploiement de forces navales, aériennes, et militaires, intelligentes de toutes sortes. Et puis on compare ça avec le petit voisin qui est à côté, et on se dit souvent que 1% de ces moyens qu'on mobilise pour Israël aurait été suffisant pour régler la question haïtienne. Donc on ne comprend pas tout, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous fait tourner en rond. De résolution en résolution, de réunion des ministres des Affaires étrangères, le dossier descend à la CARICOM, il va à l'OEA, il retourne au Canada. Donc, il y a un scepticisme qui s'est développé au niveau des Haïtiens à l'effet d'un véritable commitment, engagement de la communauté internationale à vouloir nous accompagner. On se dit aussi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et maintenant, on s'interroge sur l'argent. D'où viendra l'argent? On parlait de 200 millions, maintenant, on est à 10 millions. Le Congrès semble mettre en question l'autorisation pour les 200 millions donnés. Mais beaucoup de cadres de la police à qui j'ai parlé, on a discuté de manière très technique, la moitié de cette somme aurait été suffisante si elle était bien orientée à mettre la police en capacité de faire un redressement. Évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions sur l'état de la police. Il y a une réingénierie radicale à faire. Ce n'est pas seulement de donner de l'équipement, de la formation, il y a une réingénierie à faire de tout le corps de police et auquel on demande aujourd'hui de faire des tâches militaires alors qu'il a été conçu pour faire des tâches de police. Et la réflexion doit porter non seulement sur la PNH, mais aussi sur l'ensemble du corps de sécurité d'Haïti. Que fait-on de l'armée d'Haïti, qui sont une force dormante inerte et qui ont rempli leur mission historiquement? Et alors parfois, on arrive tout le temps à jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Moi, je dis qu'on doit faire l'économie de ça. Et on se rend compte que la PNH fait les mêmes erreurs qu'on reprochait aux forces armées d'Haïti. Donc, il y a une réflexion globale à faire sur le système national de sécurité et qui passe par une réingénierie des forces de sécurité, de l'armée et de la police, et aussi éviter cet éclatement de forces de sécurité spécialisées, Polyfront, Polytour, et police ceci, police cela, et qui n'ont aucune relation de dépendance en termes de commandement opérationnel par rapport à la police. Donc, nous sommes dans ces doutes-là et on se dit, mais pourquoi pas une aide bilatérale? Pourquoi pas soit les États-Unis qui ont peut-être un doute? Pourquoi pas le Mexique? Pourquoi pas la Colombie? Pourquoi pas des pays de la région qui ont une capacité, un savoir-faire et qui pourraient mobiliser ces ressources en accompagnement à la PNH? Donc, nous sommes dans ce questionnement. Merci beaucoup, Jackie. Au début, vous avez évoqué l'idée d'un dilemme haïtien face aux interventions internationales. Je pense qu'on pourrait peut-être aussi parler de dilemmes internationaux face aux défis en Haïti. On y reviendra, mais sans plus, je passe le micro à Maître Cherizard. Merci, Monsieur Barani. Ben, moi, je dirais que par rapport à cette question du déploiement de la mission multilatérale d'appui à la sécurité en Haïti, dans un premier temps, il faut voir la question sur l'angle où l'insécurité est arrivée à un point aujourd'hui en Haïti où la population se demande est-ce un rêve ou est-ce effectivement qu'elle est en train de vivre cette situation quotidienne? Et je ne sais
pas si vous avez pu remarquer que par rapport à 2023, ou bien par rapport à 2022, de préférence, on est en 2024, par rapport à 2022, la situation s'est dégradée. L'insécurité en 2023, c'est plus de 35 policiers tués, même quand en 2022, il y a eu près d'une cinquantaine. Mais c'est 35 policiers tués en 2023, selon le syndicat de la police nationale d'Haïti. C'est près de 4000 décès par balle. Il y en a qui ont dit plus, mais là, je cite les chiffres des organisations de droits humains en Haïti. C'est environ 3000 kidnappings, 200 000 déplacés, selon les Nations Unies. Les déplacés, c'est le chiffre des Nations Unies. Maintenant, ces personnes-là qui sont chassées chez elles, les professionnels qui sont contraints d'abandonner leur activité, les élèves dont les écoles sont prises en otage par des gangs armés, des commerçants qui ne peuvent plus vaquer à leur occupation, des populations qui ne peuvent pas se déplacer d'un point à un autre. Ces gens-là ont soif de sécurité. Ces gens-là ont soif de revivre sous un toit, de reprendre le chemin des études, de retourner aux activités quotidiennes. Vous comprenez bien ou bien vous convenez avec moi que le rétablissement du minimum de sécurité pouvant amener à un climat plus ou moins vivable pour ces gens-là reste leur plus grande attente. Maintenant, toute entité capable de parvenir à ce minimum sera perçue comme un messie pour une grande partie de la population haïtienne. Maintenant, ça va laisser presque peu de place pour des réflexions sereines concernant les retombées de cette mission. Mais en revanche, il y a une grande partie de la population qui redoute la présence des troupes étrangères en Haïti. Et certains pensent que une autre mission étrangère ne pourra rien apporter de durable comme celle des Nations Unies durant les 20 dernières années. Et ces gens-là, ou bien cette partie de la population, nourrit un narratif où c'est une solution locale qui doit être priorisée. Ces deux considérations, la mission internationale peut venir aider résoudre le problème de l'insécurité, et l'autre versant de la question, on redoute encore la présence d'une mission étrangère sur le territoire c'est pas pour n'être pas efficace, mais c'est pour n'avoir pas permis d'avoir une situation de sécurité pérenne. C'est surtout ça. Maintenant, face à ce dilemme, c'est un dilemme, que faire? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Là, je vais donner une opinion vraiment personnelle pour dire que par rapport à ces deux positions, je prioriserais un appui effectif d'une mission internationale, mais une mission qui permettrait de renforcer effectivement la capacité opérationnelle de la police nationale. Et là, quand je parle de capacité opérationnelle, le matériel ou bien les matériels qui peuvent aider la police nationale à aboutir à ce travail combien difficile. Parce que si la force arrive et 1 an, je ne sais pas, 2 ans, et au départ de la force, on peut se retrouver dans une situation pire. Comment, après le départ d'une mission quelconque, la police nationale pourra être renforcée et continuer à maintenir un niveau de sécurité acceptable. Et c'est là toute la question. Donc, une mission internationale, je dirais, d'accompagnement à la PNH, mais aussi doter la PNH de matériel nécessaire, de matériel indispensable pour combattre les gangs armés. Et si on se pose la question par rapport au retard de l'arrivée de la force internationale, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
il y a des gens qui sont dans le déni de la présence de l'armée d'Haïti sur le territoire. Moi, je dirais qu'il y a une force armée sur le territoire bien qu'embryonnaire. Il y a aussi la police nationale. En attendant de trouver mieux, pourquoi ne pas mobiliser ces deux forces et leur donner le matériel nécessaire, le matériel approprié pour commencer le travail, quitte maintenant à la mission internationale, de rejoindre les forces nationales et de continuer le renforcement et d'aboutir à une situation sécuritaire qui pourra convenir à tout le monde. Même quand, maintenant par rapport à la fin, pour terminer, par rapport à la force internationale, je me demande est-ce que la langue ne sera pas une limite? Mais là, je réponds tout de suite à la question pour dire que le temps qu'ils ont pris pour se préparer, ils doivent avoir peut-être le temps d'apprendre le créole et le français. Ça ne devrait pas être un problème. Merci beaucoup et à la prochaine réponse. Espérons-le. Espérons-le qu'ils savent faire à apprendre le créole et un peu de français avant de débarquer en Haïti. Donc oui, je pense que Monsieur Lumarque et Maître Chériza sont d'accord pour dire que certainement qu'une majorité de la population appuierait, faute de mieux, appuierait le déploiement de cette mission multilatérale. Mais comment faire pour que son déploiement soit aussi vraiment axé sur le renforcement opérationnel et matériel de la PNH pour que la PNH puisse maintenir avec l'appui de l'armée, bien sûr, maintenir l'ordre public à la longue. Donc, sur ce, je vous passe la parole, Henri-Paul. Merci. Évidemment, la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle aura lieu, cette mission? Deux choses là-dessus, ça dépend de deux éléments. Le premier, ce sont les difficultés internes au Kenya. Et là, je ne suis pas du tout un spécialiste du droit et du droit constitutionnel kenyan. Mais ce que je comprends, c'est que quand la Cour a pris sa décision, elle a dit on ne peut pas faire de déploiement policier s'il n'y a pas une entente d'échange policier ou quelque chose comme ça avec l'autre pays. Et ma compréhension des choses, c'est que présentement, le Kenya et Haïti sont en train de négocier une telle entente et ça permettrait au président kenyan de dire on a satisfait aux exigences de la Cour. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, comme l'a souligné M. Lumarque, c'est le financement des États-Unis, bien que l'administration s'est engagée à financer cette mission-là à hauteur, à tout le moins, on parle de 200 millions. Là, c'est pris dans les discussions budgétaires au Congrès. Et les républicains, entre autres, ont demandé plus de détails sur les intentions de l'administration, puis quel est le plan B s'il n'y a pas de mission kenyane avant d'approuver les budgets. Alors là, ça, c'est le plus récent obstacle à cette mission. Alors, on verra comment ça se déroule maintenant si la mission a effectivement lieu. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est défi. Et défi avec plusieurs S, si je peux dire ainsi. Très brièvement, défi des connaissances du terrain, avec tout respect pour toutes les compétences que peuvent avoir les Kenyans ou les Jamaïcains ou les policiers des Bahamas. Ils n'ont pas une connaissance intime du terrain en Haïti, c'est la première chose. Ensuite, quelle sera exactement la mission, l'objectif de la mission et surtout les règles d'engagement. Ça, c'est à définir et c'est clé, on ne le sait pas encore. La taille de la mission sera un défi, il faudra suffisamment de personnel. La coordination entre éventuellement plusieurs contributeurs de policiers, s'il y a des policiers qui viennent du Kenya, de la Jamaïque, des Bahamas ou d'ailleurs, coordonner tout ce monde-là, c'est pas facile. Et vous savez, quand il y a des missions de paix des Nations Unies, il y a déjà un modus operandi en place pour tout régler ça. Mais là, il faut inventer ça à partir de zéro à peu près. Alors ça, c'est un défi. Le défi de l'équipement, évidemment, Mme Charizaz l'a souligné. Ensuite, l'arrimage concret avec la PNH, incluant le défi de la langue, comme ça a été souligné. Alors, bref, beaucoup de défis opérationnels. Maintenant, des défis politiques aussi. Le premier, c'est l'acceptation de la mission. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça a déjà été mentionné par mes copanélistes et c'est toujours un sujet pertinent. Mais je vais en souligner un autre. Si jamais il y a des opérations qui tournent mal et des pertes civiles au cours d'opérations qui impliquent des policiers étrangers,
Sur le plan politique, là, ça va être extrêmement difficile, ça aussi. J'ai oublié de mentionner aussi un défi juridique. Si on arrête des gens, des gangs, des éléments criminels, si on les arrête, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les remet au système de justice haïtien? Point d'interrogation. Or, là, on le sait, le système de justice haïtien, malheureusement, pour résumer le tout, est pratiquement dysfonctionnel. Alors, les gens vont pourrir en prison pendant des années avant d'attendre un éventuel procès. Et ça, pour des troupes internationales, c'est vraiment un enjeu. Alors, bref, il y a tous ces défis opérationnels et politiques. Maintenant, les conditions de succès aussi dépendent de deux choses en particulier. Et j'aimais bien comment Mme Scheherazade a parlé de la durabilité de l'intervention. Évidemment, c'est une intervention ponctuelle, on va l'espérer, mais il faut que ça contribue à former la police nationale pour que la police, à terme, puisse mener son mandat. Maintenant, il y a deux choses indispensables. La première, c'est qu'une opération de sécurité ne peut pas remplacer la direction politique de l'État. Il faut un accord politique pour aller de l'avant avec des élections et autres, mais en tout cas, il faut un accord politique. Il faut mettre fin à l'impasse politique. Sans ça, l'intervention va se limiter à être quelque chose de ponctuel et lorsqu'ils vont partir, les problèmes vont revenir. La deuxième chose, un peu plus concrète, c'est effectivement le problème des armes et notamment de l'importation des armes. Ça, je pense qu'effectivement, la communauté internationale et cette mission-là se doit de prendre des mesures beaucoup plus agressives pour limiter l'importation des armes en Haïti. Alors, c'est un peu comment je vois cette mission. Je souhaite que si elle a lieu, qu'elle réussisse, mais mon Dieu, que je vois des défis. Dernier point, quant à la participation éventuelle du Canada, comme vous le savez, le Canada a décliné de diriger cette force. Ça, c'est l'histoire maintenant. Mais qu'est-ce que le Canada va faire dans le futur? Le Canada ne s'est pas encore prononcé là-dessus, contrairement à d'autres pays. Mais ceci dit, je ne peux pas m'imaginer une situation où, s'il y a déploiement d'une mission, je ne peux pas m'imaginer que le Canada ne participera pas à une telle mission d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera probablement pas par l'envoi d'un grand contingent de policiers ou autres sur le terrain, mais le Canada pourrait contribuer de plusieurs façons. Il y a tout un menu de contributions possibles, contributions financières, bien sûr, formation, logistique, appui logistique, fourniture d'équipement. Bref, je suis à peu près certain que le cas échéant, le moment venu, le Canada arrivera de l'avant avec des appuis concrets. Ceci dit, indépendamment d'un appui éventuel futur, ce sera mon dernier point, le Canada appuie présentement la police nationale à une hauteur quand même assez significative. Il y a eu une annonce de 100 millions, tout ça, il y a eu des blindés, il y a d'autres équipements qui s'en viennent, etc., etc. Et en plus, le Canada joue un rôle de coordination. Le Canada convoque souvent des réunions de partenaires et de bailleurs de fonds pour essayer de coordonner surtout les activités de formation. Alors, indépendamment de ce que le Canada annoncera éventuellement dans le futur, le Canada est déjà là en appui à la PNH, espérant évidemment que tout ça fera une intervention durable. Mais bref, pour conclure, même si la mission fait un bon travail, même si elle fait un bon travail, il faut régler les enjeux politiques. Sans cela, encore une fois, malheureusement, il n'y aura pas de durabilité. Merci beaucoup, Henri-Paul, d'avoir fait le point aussi sur l'implication du Canada actuelle et potentielle et d'avoir souligné l'importance du volet politique qu'on aimerait aborder dans nos dernières deux questions, mais pas sans faire le point rapidement sur les sanctions. Quel est l'impact jusqu'à maintenant des sanctions autorisées par l'ONU l'année d'ailleurs en 2022, pardon, et renchéries, élargies en octobre de 2023. Quel est l'impact visible ou non sur le terrain en Haïti? Quelle différence est-ce qu'elle pourrait faire sur la donne éventuellement? Donc, très brièvement, je vais vous demander de vous limiter à 3 minutes chacune pour qu'on puisse aborder les enjeux politiques aussi. Jackie, allez-y.
Merci Stéphane. Bon, alors, les Nations Unies n'ont sanctionné jusqu'ici que 5 chefs de gang. ISO, Barbecue, Tilapli, Little et puis la mort sans joue. Alors que je crois que le rapport du panel d'experts sur Haïti fait mention de plusieurs personnalités politiques et de représentants du secteur privé et que le Conseil de sécurité reconnaît la nécessité de rompre le lien entre les leaders politiques et économiques et les gangs. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de consensus au sein du comité de sanctions ad hoc du Conseil de sécurité. Et quel que soit le cas, ces sanctions n'ont aucun impact sur l'activité des gangs qui opèrent en marge des circuits formels de l'économie, ils n'ont pas de compte bancaire connu, ils n'ont pas d'avoir enregistré à leur nom, ils ne voyagent pas. Et en plus, ils ont acquis une certaine autonomie financière par rapport à la première génération de sponsors ou des opérateurs privés ou des politiciens et pouvaient les financer. Maintenant, ils ont acquis d'autres activités lucratives, le kidnapping, mais aussi quelque chose auquel on ne fait pas attention, le trafic de narcotiques. Et je commence à comprendre que beaucoup de situations catastrophiques créées par les gangs, lorsqu'ils font un massacre de masse dans une communauté, lorsqu'ils incendient les maisons, etc., ils attirent l'attention sur cette situation particulière et tout le monde oublie le reste de la société, le reste du pays. Et c'est là que les gangs peuvent opérer très facilement sur le chantier du narcotrafic. Et donc, c'est comme un peu un leurre qu'on donne à la population en concentrant son attention sur un événement catastrophique particulier. Alors que, donc, ça veut dire que les gangs, maintenant, ont acquis donc, cette autonomie importante par rapport aux finances. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a les sanctions bilatérales. Le Canada, et les États-Unis et la Dominicaine, ils sont les 3 pays. Le Canada a pris une trentaine de sanctions de personnes, les Dominicaines une quarantaine, les États-Unis une dizaine. Et il y a 46 sanctions anonymes que les Américains ont prises, dont on ne connaît pas les personnes concernées. Et là, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Et les politiciens sont devenus plus prudents. Et les sanctions ont montré qu'ils ne sont plus intouchables et que ce qu'on appelle le banditisme légal qui était vendu, réclamé avec arrogance, ce banditisme légal a ses limites. Prudence aussi du côté des agents économiques qui arrêtent de financer les troubles, etc. Et d'avoir recours aux gangs comme des mercenaires. Donc, eux aussi, eux non plus ne sont plus intouchables. Mais je constate aussi quelque chose. Vous dites, et c'est écrit dans les lois, accompagnant les sanctions n'ont pas une vocation pénale. Elles sont destinées à influencer les acteurs pour modifier leur comportement. Et donc, ça veut dire que ça donne une marge de manœuvre pour toutes sortes de négociations, de transactions politiques. Okay? Et deuxièmement, quand ces sanctions sont prises, elles ne sont pas suffisamment documentées. Et j'ai même entendu la ministre de la Justice dire l'autre jour qu'elle n'a pas eu accès au dossier des personnes concernées. Donc, donc ça peut créer une confusion si les sanctions sont mal ciblées et si dans le même lot, on trouve des gens qui ont l'air d'être honnêtes et des bandits notoires. Et donc, ça peut discréditer un peu les sanctions et faire que les bandits sont contents d'être en si bonne compagnie. Et puis, comme toujours, de telles sanctions, on souffre du risque des mêmes erreurs. C'est comme en statistique. On a les erreurs de première espèce, ça veut dire qu'on condamne un innocent qui n'est pas dû être condamné. Et ça veut dire une erreur de deuxième espèce où on acquitte les coupables, on laisse filer les gros poissons. C'est aussi le danger des sanctions quand ce n'est pas documenté, que les faits ne sont pas sur la place publique. Et ensuite, le vrai problème important pour nous, maintenant, se pose la question de la réappropriation des sanctions au niveau national, c'est-à-dire par le système judiciaire haïtien. Et ça prend, comme vous le savez, une remise en ordre radicale de notre système judiciaire haïtien, de façon à le rendre moins vulnérable par rapport à l'influence de ces grands décideurs, que ce soit dans le privé comme dans le secteur politique. Et cette réingénierie importante, ça concerne à la fois les personnels, les moyens et les rapports avec l'exécutif où la justice est aussi politisée. Okay?
Donc, maintenant, est-ce que ces personnes sanctionnées, une question qu'on se pose par les Nations Unies, ou s'il n'y a pas d'approbation nationale, seront qualifiées, par exemple, pour les prochaines élections? Est-ce qu'elles seront habilitées à perpétuer la mauvaise gouvernance et le système de prédation de richesses et qui leur a valu ces sanctions? Là, c'était la justice haïtienne de Guy son mot, et ça, c'est le vrai chantier à travailler. Voilà. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir fait cette distinction entre l'impact extrêmement limité des sanctions imposées par l'ONU versus l'impact plus mordant, disons, des sanctions bilatérales, et ensuite d'avoir posé la question des liens avec les sanctions légales, donc le système judiciaire haïtien ou d'autres juridictions. Qui de mieux pour répondre à cette dernière question que Yuri? Merci beaucoup, Stéphane. Bon, moi, je dirais que les personnalités haïtiennes qui ont été sanctionnées, notamment par le Canada, et effectivement, elles sont restées un peu en retrait des activités politiques. Elles ne se prononcent pas en dépit des situations difficiles de ces derniers temps. Donc, on a pu remarquer un peu les retombées des sanctions par rapport aux activités de ces gens-là qui ont été soupçonnés d'avoir des rapports avec les gangs. Ben, moi, je dirais que si le but était de les amener à la fermer, entre guillemets, c'est réussi. C'est vraiment bien réussi. Mais comme mon prédécesseur l'a dit, que les sanctions n'ont pas de vocation pénale ou légale, dirait-on. Maintenant, la population vraiment attend impatiemment des poursuites judiciaires et l'élucidation du cas de chacun. Si on veut effectivement créer la dissuasion, si on veut effectivement tracer des exemples pour l'avenir, il faut des poursuites pénales contre ces gens par la justice haïtienne. Et là encore, revient le problème de dysfonctionnement de la justice haïtienne que je ne vais pas reprendre parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il faudra maintenant revoir le système judiciaire haïtien pour vraiment aboutir à une situation où les gens, la population va avoir confiance et se mettre à avoir un peu d'espoir pour l'avenir. Maintenant, les victimes et leurs familles attendent. Les gens qui ont subi des actes de kidnapping, des gens qui ont été décapitalisés complètement par des gangs armés, des gens qui ont été victimes de violations de droits humains, ces gens-là attendent. Et maintenant, qu'en est-il des dirigeants des gangs armés par rapport à ces sanctions? Moi, je me garde toujours de citer leur nom. Cela ne me plaît pas du tout. Donc, ces gens-là sont plus que jamais renforcés, malheureusement, dans leur activité criminelle. Ils poursuivent leur entreprise sans s'inquiéter de rien ni de personne. Dirait-on qu'ils ont tellement froid en l'impunité qu'ils se sentent plus que jamais confortables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yudeline. De nouveau, un bilan assez accablant des possibilités de poursuite judiciaire du côté haïtien pour l'instant. On y reviendra peut-être dans un autre panel, à un autre moment. On devrait vraiment approfondir notre discussion sur ce volet-là extrêmement important. Mais maintenant, on doit passer à l'avant-dernière question sur le dialogue et la transition politique. Donc, quel est l'état du dialogue entre le gouvernement au pouvoir et l'opposition politique? Comment voyez-vous le rôle de CARICOM en particulier dans ce cadre-là? Rôle actuel, rôle potentiel, etc. Jackie, je vous passe le micro. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus de dialogue.
il n'y a plus de dialogue entre le Premier ministre et les oppositions, soit le groupe de Montana, les autres forces politiques comme Petite Dessalines, Famille Lavalas, les journalistes du parti aidé, le PHTK. Et tous ces groupes sont unanimes à demander une chose, la démission du Premier ministre. Et tous soutiennent ce mouvement de protestation que l'on observe aujourd'hui dans tout le pays et à travers la mobilisation initiée par un autre acteur inattendu. Je parle de l'ancien militaire Guy Philippe, qui a été condamné aux États-Unis pour trafic de drogue et qui est maintenant sur le terrain et qui anime un corps militaire de l'État, le BESAP. Le BESAP est un corps militaire de l'État haïtien, dépendant du ministère de l'Environnement, et qui rapporte à un rebelle ouvertement en guerre avec le pouvoir public. Donc, ça crée une complication particulière dans la situation actuelle. Et la CARICOM a fait de son mieux jusqu'ici. Hein, on sait, jusqu'au mois de décembre dernier. Bon, moi, j'étais officiellement comme recteur d'université membre de cette négociation. Je me suis toujours abstenu parce que j'ai vu l'échec se dessiner. Et là, j'ai dit souvent, ce que je vais dire là est peut-être difficile à entendre par beaucoup d'Haïtiens. Les Américains ont un pouvoir d'influence beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et souvent, pour obtenir une décision, un comportement d'un homme politique, un coup de téléphone suffit. Ce n'est pas la peine de monter et descendre, de faire des réunions de ministres à droite à gauche, de convoquer le Conseil de sécurité, etc. Il y a une volonté politique d'amener les actuels décideurs haïtiens qui ne sont assis sur rien du tout en termes de base institutionnelle. Ils n'ont pour eux ni la légalité, ni la légitimité. Ils sont en plus décriés, honnis par l'ensemble de la population. Ce qui leur retient, c'est simplement ce soutien perçu de la communauté internationale. Donc, si cette communauté internationale simplement mettait en cause son soutien comme un élément de la négociation, je suis certain que si cette communauté le voulait, le Premier ministre serait amené à faire les concessions qui s'imposent. C'est vrai que de part et d'autre, on demande sa tête comme condition initiale de toute négociation, ce qui est une maladresse. Mais je pense que entouré, guidé, encadré, conseillé proprement par des professionnels, on aurait pu créer une situation où chacun trouve son dû. Okay? Et là, nous sommes le 7 février, c'est l'échéance de l'accord du 21 décembre qui donnerait une justification, entre guillemets, n'est-ce pas, à la poursuite du mandat du Premier ministre. Actuellement, il est assis sur rien. Et comme il n'y a aucune provision ni constitutionnelle ni légale pour justifier son maintien au pouvoir, il ne peut tenir que par une négociation. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a qu'une assise institutionnelle, aucune base quelconque, donc il retombe dans la même illégalité, dans la même illégitimité au départ. Okay? Donc, c'était un tweet qu'il avait nommé. Maintenant, il faudra une autre confirmation. Hein? Est-ce une déclaration du secrétaire général, du State Department, quelque chose d'autre? Donc, nous sommes non seulement dans une impasse politique, mais aussi nous sommes dans un bouillonnement, n'est-ce pas, de protestations, de manifestations, et qui fait que, quel que soit le résultat de ce qui s'annonce aujourd'hui comme manifestation, et nous sommes à un tournant. Je ne pense pas qu'il puisse continuer à mener les choses comme si de rien n'était. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est un marqueur. Il faut qu'il prenne conscience de ça et qu'il soit le point de départ de véritables négociations sérieuses, professionnelles, avec tout ça demande comme engagement et comme renonciation. Voilà. Merci beaucoup, Jackie, pour tous ces points et notamment d'avoir fait le lien entre la date historique du 7 février et la fin du mandat très fragile de l'actuel Premier ministre Henry, les possibilités pour la communauté internationale, mais aussi l'obligation de son côté. Donc, merci, Yudeline, je vous passe la parole. Merci Stéphane. Et j'attrape votre mot de mandat.
pour dire que si M. Henry a eu un mandat, je dirais que c'est par une des clauses de l'accord du 21 décembre. Donc là, puisque c'était comment je peux dire ça, c'était sur la base de bonne foi, sur une base de bonne foi que le 7 février, il allait laisser le pouvoir parce qu'il n'était plus dans les termes, mais dans les clauses du contrat. Et maintenant, par rapport à la question précise, je dirais que, en dépit des différends pourparlers entre les acteurs nationaux, et M. Lumarque l'a bien précisé, que CARICOM a presque tout essayé. Le constat laisse voir l'établissement de véritables dialogues de sourds entre le gouvernement et les groupes de l'opposition. Chaque groupe reste sur la corde raide. Et entre-temps, le pays s'effondre. Maintenant, ne doit pas mettre en cause l'incapacité des acteurs à dialoguer, l'incapacité des acteurs à trouver un accord qui puisse permettre de sortir le pays dans ce bourbier. D'après moi, ni le pouvoir ni l'opposition, aucun groupe ne peut vraiment dire qu'il n'est responsable de rien dans ce qui est en train de se passer là. Chaque groupe a ses responsabilités, d'après moi. Mais ce qui irrite un peu ces temps-ci un groupe de citoyens, c'est que les États-Unis, par le biais de ses représentants en politique, est en train de construire un narratif autour du vide après M. Henry. Après M. Henry, ce serait le néant. C'est comme un déni par rapport à tous les groupes qui se sont assis avant, même quand rien n'est sorti de concret, mais plusieurs groupes se sont assis avant et ont réfléchi. Il y a même des documents qui sont écrits, des documents auxquels plusieurs groupes se sont adhérés. Moi, j'estime que dire qu'après M. Henry, c'est le néant, ça, je ne comprends vraiment pas cette posture. Donc, moi, je terminerai pour dire que si aujourd'hui, puisque les États-Unis pensent que c'est seulement les élections qui peuvent sortir le pays de cette situation, ce sera encore le début d'une autre grande crise parce que les élections seront contestées. Les élections seront contestées, ça c'est sûr. Dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, organiser des élections, ce sera encore sédimenté la crise. Donc, ne doit-on pas continuer le dialogue? Est-ce que les acteurs ne doivent pas se prendre une fois en charge pour dire que nous voulons aider le pays à sortir de la crise? Parce que là, l'urgence, et le pays n'en peut plus. Le pays vraiment, vraiment n'en peut plus. La population est en train de mourir de soif, de faim et de balles. Voilà. Merci beaucoup, Yveline, pour ce cri de cœur et ce rappel très franc. Henri-Paul. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec l'essentiel des propos de mes co-panélistes. Je ne vois pas à ce moment-ci quelle est la sortie politique de cette crise. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a des discussions, qu'il y a des tentatives. À ce jour, ça n'a pas abouti. Il y a peut-être eu un moment où, sous l'impulsion du groupe de Montana, il y avait peut-être une possibilité d'en venir à une certaine entente et à un déblocage, mais ce moment-là semble avoir passé. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la voie de l'avant. En ce qui touche Ariel Henry, quelques remarques. Tout d'abord, comme tout le monde, je constate évidemment qu'il n'a aucune assise constitutionnelle à son pouvoir, aucune légitimité constitutionnelle, ça c'est bien clair. Et là, je vais faire un constat très politique, mais je peux me le permettre maintenant que je suis une voix indépendante, mais un constat tout de même. Après 2 ans et demi comme, entre guillemets, premier ministre, les résultats atteints
par Ariel Henry sont nuls, tout simplement. En matière de sécurité, on connaît la situation, le pays est dans une très grande insécurité. Deuxièmement, sur le plan politique, il n'y a toujours aucun accord et on se demande aussi quelle est la volonté du premier ministre d'en venir à un accord. Et troisièmement, sur le plan économique, qui est tributaire des deux premiers, c'est évidemment la catastrophe. Les gens ont faim et tout. Les gens ne peuvent pas vivre une vie normale, avoir des activités économiques. Alors donc, les résultats d'Ariel Henry à ce jour sont nuls, carrément. Maintenant, Mme Chérizard soulevait la question de après Ariel Henry, quoi? C'est effectivement, ce que je constate, c'est que c'est effectivement un dilemme parce que si Ariel Henry part aujourd'hui, demain matin, qui et comment? Quel serait le processus pour désigner quelqu'un qui serait à la tête de l'État haïtien? Quel serait le processus et qui ce serait? Au moment où on se parle, on n'a pas de réponse. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible d'avoir des réponses à cela, mais pour le moment, il n'y en a pas. Alors, c'est un peu le dilemme d'Haïti tout d'abord, mais le dilemme aussi de la communauté internationale vis-à-vis Ariel Henry, du moins à ce moment-ci. Si une alternative crédible en termes de processus et de personnes se présente, là, peut-être que les choses vont changer. Alors, je vais me limiter à ça pour le moment. Merci, Henri-Paul. Un autre bilan accablant de la performance du gouvernement de facto ces dernières 2 années et demie, mais aussi des questions très pointues par rapport aux alternatives et comment construire ces alternatives. En regardant nos questions, mes chers copanélistes, je vois qu'on a pas mal abordé déjà la dernière question, quelles sont les perspectives pour un accord de transition maintenant à l'élection d'un gouvernement. Donc, je vais vous donner, disons, 1 ou 2 minutes chacun. Si vous voulez faire un autre tour, retour sur cette question-là ou sur un des autres enjeux que vous avez soulevés, que ce soit, par exemple, la question de comment construire des alternatives, quels pourraient être les éléments et les acteurs au niveau national et international qui pourraient contribuer à une sortie d'impasse politique. Pour l'instant, restons dans le domaine politique en sachant qu'il est lié à l'insécurité, à la faillite de l'économie aussi. Hein. Donc, sous le volet, la question politique, Jackie, cette fois-ci, je vais vous inviter à vraiment nous aider à réfléchir sur des éléments d'une possible alternative sur le plan politique. D'accord. Merci, Stéphane. Alors, pour l'instant, les perspectives d'un accord de transition sont très minces, puisque tous les protagonistes ont choisi la pression des rues pour faire tomber le gouvernement. Et c'est le moment idéal pour ça, parce qu'au 7 février, il n'a ni mandat, il n'a pas de terme de référence. Donc, il est là comme un dictateur, il est installé dans la longue durée, ad vitam aeternam. Si rien ne se passe, il n'y a rien qui va l'empêcher de rester encore 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Parce qu'il est là de facto, vraiment, c'est vraiment la situation idéale de facto. Il n'y a aucun repère institutionnel pour justifier sa présence. Il est là donc, pour la longue durée. Donc, ça, c'est la condition idéale pour un début de dictature. Il ne peut rester au pouvoir aujourd'hui que par la répression. C'est la seule façon. Donc, il n'y a aucun accord politique possible maintenant. Donc, la répression est la seule. Maintenant, je me dis, comment trouver une solution? Il faut aller puiser dans l'histoire politique et constitutionnelle du pays. Je me rappelle, en 2004, au départ d'Aristide, on a rapidement gelé la guerre, la bataille pour la présidence avec le choix de Boniface comme président au Palais national. Et maintenant, ça a pris 1 semaine pour le faire. Maintenant, ça permet de geler en quelque sorte la bataille pour la présidence et on se concentre sur le partage du pouvoir, en quelque sorte, dans le cadre de gouvernement, donc le choix de ministre. Donc, ça a mis 3 semaines pour le faire. On aurait pu faire la même chose, je dis. Nous avons un président de la Cour de cassation ou un membre quelconque
allons puiser dans notre histoire, n'est-ce pas, un recours similaire, et on l'installerait comme président de la République, et on gère en quelque sorte la bataille autour de ce défi-là de président, et maintenant, c'est plus facile d'organiser le combat pour un Premier ministre qui sortirait des rangs des acteurs en discussion. C'est l'une des voies. Et ça, c'est à M. Henry de prendre en compte qu'il est à un tournant aujourd'hui, que la seule façon pour lui de rester au pouvoir est d'être un dictateur répressif. Et en toute élégance, il devrait mesurer le poids de la situation nouvelle, la responsabilité historique qui pèse sur lui, et que lui-même de prendre les devants et qu'en toute élégance, il organise lui-même les discussions qui organisent son départ du pouvoir. Merci. Très intéressant. Merci. Yudlin. Oui. C'est vrai que on dirait que trouver une issue plus ou moins favorable à cette crise pour un transfert, j'utilise exprès ce mot, pour un transfert de responsabilité au niveau du pouvoir. Et moi, je me demande, est-ce qu'on peut le faire sans l'équipe en place? Donc, ce qui revient à dire que l'équipe en place doit se rendre compte que la marchandise n'a pas été livrée, qu'il est temps de mettre la clé sous la porte. Maintenant, pour ce qui concerne le choix ou bien d'aller vers la Cour de cassation et évoqué par M. Lumor. Et c'est vrai, je me rappelle bien, c'est pas seulement 2004, je me rappelle aussi après Alcide, je me rappelle bien de Mme Trouillot, membre de la Cour de cassation qui avait réalisé les élections. Je me rappelle aussi de M. Boniface et Alexandre, paix à son âme. Mais ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'avec la Constitution amendée, cette formule a été écartée. La formule de la Cour de cassation a été écartée. Et la formule était maintenant vers un Premier ministre dans les conditions fixées par la Constitution. Retourner maintenant à la Cour de cassation, on est comme dans une logique de enchantement, désenchantement, réenchantement. On est dans cette logique-là. On était à la Cour de cassation, on a vu que c'était pas bon, on a laissé, on est venu au Premier ministre. Maintenant, on voit que c'est pas bon, on va retourner encore vers la Cour de cassation. Moi, je pense que un pays, c'est plus sérieux que ça. Et c'est aussi l'un des grands problèmes d'Haïti. Jusqu'à aujourd'hui, après plus de 200 ans, nous n'arrivons pas à nous entendre sur la manière de renouveler notre personnel politique. Et c'est ce qui nous a amené aussi là. Nous ne nous entendons pas sur ça. Maintenant, pour la Cour de cassation, et des discussions ont eu lieu dans plusieurs milieux judiciaires notamment, c'est que les juges de la Cour de cassation ont été choisis en marge de la loi. Et il y a eu même des contestations au moment de la nomination du président de la Cour de cassation et des juges de la Cour de cassation. Maintenant, demander d'aller vers la Cour de cassation pour choisir des gens qui ont été contestés par certains groupes, notamment dans le milieu judiciaire, je ne sais pas comment on va articuler tout ça pour que ce soit acceptable. Et je reviens à mon point de vue de départ pour dire que une situation de sortie de crise, je ne vois pas comment peut-on ne pas impliquer les gens qui sont en place, qui doivent prendre conscience que le moment de leur est plus favorable et qu'ils doivent partir et laisser la place à une autre équipe. Et là, il doit avoir une volonté politique certaine et avec un nouveau groupe qui aura des moyens humains, matériels et financiers suffisants pour établir la sécurité et tout ce qui s'en suivra, notamment l'assainissement du pays, notamment des projets d'appui, des projets d'appui économique, des initiatives pour les paysans, pour les personnes vulnérables, les personnes déplacées, la relance de l'économie nationale et finalement aboutir à des élections. Je ne vois pas comment on peut sortir sans des réflexions sur ces points-là. Merci beaucoup.
Merci, Udline. Donc, malgré certains obstacles juridiques, quand même, on voit des éléments d'une passerelle, d'une transition émerger. Henri-Paul, allez-y. Oui, très brièvement, malheureusement, comme beaucoup d'autres, je n'ai pas la solution magique, mais une première observation, c'est qu'évidemment, on est en dehors du cadre constitutionnel, peu importe la formule qu'on choisit. On est en dehors du cadre constitutionnel jusqu'à ce qu'il y ait de vraies élections. Mais entre-temps, laissez-moi mettre de l'avant une possibilité peut-être un peu audacieuse. S'il y avait un large consensus dans la classe politique, incluant l'opposition, le groupe de Montana, les autres et tout, idéalement aussi avec des gens qui sont présentement près du gouvernement, mais c'est plus difficile. Mais s'il y avait un large consensus sur la mise en place d'un vrai gouvernement de transition, si les conditions étaient réunies, je ne serais pas surpris que la communauté internationale soit... D'abord, il faudrait que ça satisfasse aux souhaits haïtiens en général, là, évidemment, à défaut d'élection, mais je ne serais pas surpris que dans de telles conditions, la communauté internationale serait prête à laisser tomber Ariel Henry pour passer à autre chose. Parce qu'encore une fois, après 2 ans et demi, il n'y a pas eu de progrès. Et puis la solution, évidemment, idéale à terme, ce sont des élections, le moment venu, lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Mais à court terme, il faut mettre en place quelque chose qui va nous mener vers des élections. Alors, si ce n'est pas avec Ariel Henry, il faut qu'il y ait quelque chose déjà qui fasse un large consensus mis de l'avant pour que tout le monde puisse se raccrocher à ça. D'abord et avant tout, les Haïtiens, c'est le plus important, mais aussi la communauté internationale, éventuellement, je pense. Je ne suis plus dans les sphères qui prennent les décisions ces jours-ci, mais pour y avoir été un bout de temps, je pense que la communauté internationale pourrait être prête à laisser tomber Ariel Henry pour en arriver à un vrai gouvernement de transition. Merci beaucoup, Henri-Paul. Pendant que vous échangiez, j'ai pris note de plusieurs des questions posées dans le chat. Il y en a au moins 10 et certaines contiennent elles-mêmes 2 ou 3 ou 4 questions. Donc, beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les aborder. Mais j'aimerais reprendre quelques questions d'abord sur la PNH. Donc, du début de notre conversation. Question, pourquoi le code de conduite de la police permet-elle à des agents, des hauts gradés, de posséder des compagnies privées de sécurité? J'ajoute une deuxième question au sujet de la PNH. Donc, quel plan stratégique de la PNH est-ce qu'ils ont? Ceux que vous avez mentionnés, donc en l'occurrence, Udline a mentionné, est-ce qu'ils sont encore d'actualité? On sait d'ailleurs en parenthèse que selon la représentante du secrétaire général dans son discours au Conseil de sécurité, voilà quelques semaines, l'ONU, une des choses qu'elle appuie en ce moment dans le cadre du renforcement de la PNH, c'est la rédaction d'un nouveau plan stratégique et la formation de certains hauts gradés à cet égard. Donc, que peut-on espérer de ces processus? Donc, ça, c'est les questions par rapport à la PNH. Est-ce que quelqu'un aimerait y répondre? On n'aura pas le temps de répondre, s'adresser à toutes les questions. Donc, allez-y si quelqu'un a des réponses rapides sur ces enjeux-là. Peut-être, Udline, si vous aimeriez lancer la balle là-dessus. Oui, et effectivement, il y a plusieurs questions, toutes intéressantes. Et j'aimerais m'accrocher, par exemple, à la personne qui a parlé de la multiplication des agents de sécurité privés en Haïti. Et oui, effectivement, c'est un constat, mais bon, malheureusement, ce n'était pas le propos du jour. C'est effectivement un constat et j'ai travaillé sur la question. Le problème, c'est qu'en Haïti, les agences de sécurité sont à chaque coin de rue. Il y a effectivement un cadre légal, mais un cadre légal dépassé, un cadre légal qui ne tient plus la route. Et
on constate comment les armes rentrent en Haïti très facilement ces jours-ci, parce qu'il n'y a pas eu une politique cohérente qui inclurait, par exemple, les douanes, la PNH et des entités qui seraient identifiées pour contrôler ou bien légaliser les armes à feu, et sans compter des acteurs très puissants du pays qui, comme activité économique, ça donne à la vente et d'armes à feu, importation et d'armes à feu et vente d'armes à feu sans aucun contrôle. Et là, le cadre légal sur les armes à feu en Haïti ne fixe rien de cela. Tandis que la Constitution donne à chaque citoyen le droit de porter une arme à feu une fois que le citoyen remplit les conditions fixées par la loi. Et les conditions fixées par la loi, c'est quoi? C'est avoir 18 ans et avoir son arme à feu et puis pouvoir payer les frais à la DGI. C'est juste ça. Et maintenant, voilà, on est dans une situation où il y a une prolifération d'armes à feu dans le pays et le cadre légal en vigueur ne permet pas vraiment de contenir ce problème-là. Il faudrait définir un autre cadre légal, il faudrait aussi définir une autre politique pour pouvoir gérer, je ne dis pas régler, mais pour pouvoir gérer ce problème d'armes à feu en Haïti. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Je tenais uniquement à répondre à cette question. Merci beaucoup, Yudeline. À moins que Henri-Paul ou Jacques aimeraient intervenir sur ces enjeux-là, on va passer à la deuxième série d'enjeux parce que Robert qui me rappelle qu'on est Zoom fermerait peut-être la conférence très bientôt. Donc, responsabilité de la communauté internationale. Est-ce que sous la doctrine de la responsabilité de protéger les populations civiles exposées à de graves et massives violations des droits humains, est-ce que la communauté a une obligation d'intervenir en Haïti? Et une question reliée à cela d'un autre participant anonyme. Qu'est-ce que les autres membres ou qu'est-ce que les membres de la francophonie pourraient faire pour ajouter leurs apports au déploiement d'une mission et ou à la formation de la PNH. Donc, allez-y. Oui, si vous permettez, Stephen. Oui. Sur la première question, la responsabilité de protéger, question fort pertinente et fort difficile. Est-ce que la situation à Rimini représente des conditions qui permettraient d'invoquer le concept de la responsabilité de protéger? Ça serait à discuter, je dois dire, mais je me dois de souligner que malheureusement, le concept de responsabilité de protéger a perdu beaucoup de son, je dirais pas son attrait, ce ne serait pas le bon mot, mais perdu beaucoup de il y a beaucoup de pays aux Nations Unies qui ne sont pas du tout intéressés par ce concept parce que ça implique évidemment une intervention dans un pays souverain. Alors, s'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, le concept était en vogue et allait de l'avant, ces années-ci, c'est l'inverse qui se passe et malheureusement, je le souligne, on n'en entend plus beaucoup parler. S'il fallait que le concept soit soulevé dans une enceinte des Nations Unies, je ne suis pas sûr que ça irait très loin uniquement pour des considérations politiques. Et j'allais commenter la deuxième question. Rappelez-moi juste le sujet, Stephen, la deuxième question. L'assistance de pays francophones oui, sur le côté de la sécurité publique. Malheureusement, la capacité présentement de l'OIF de faire des interventions et même politiques est très diminuée par rapport à ce qu'elle était il y a plusieurs années. Sur le plan strictement sécuritaire, l'envoi de policiers, par exemple, dans le cadre de une mission multilatérale, peut-être que ça pourrait s'envisager par les canaux autres, mais l'OIF comme telle, la francophonie comme institution, je ne vois pas vraiment ce qu'elle pourrait malheureusement apporter. Théoriquement, on pourrait dire que oui, bien sûr, Haïti fait partie de la francophonie et tout, mais dans la pratique, la capacité de l'OIF présentement, malheureusement, n'est pas au rendez-vous.
Merci. Jackie, est-ce que vous aimeriez intervenir sur ces enjeux? Je voudrais peut-être plutôt revenir à la question concernant la PNH. Oui. Ce n'est pas un plan stratégique qui va résoudre le problème. J'ai tellement vu de plans stratégiques dans différents secteurs. Moi, j'en ai rédigé plusieurs. Et ici, c'est une question de gouvernance et de volonté politique. Il faut stopper ce que j'appelle la privatisation de la sécurité qui se met en place. Et là, ça fait partie de domaine plus complexe, plus dangereux, un enjeu plus global, ce que j'appelle l'économie de l'insécurité. Savez-vous que les acteurs aujourd'hui commencent à s'accommoder à la situation d'insécurité comme si elle devait être une situation de longue durée, comme s'il n'y avait pas d'autre façon de vivre que dans ce schéma-là, et on commence à adopter des postures, des comportements, et sans s'en rendre compte, on contribue à créer un marché, une économie de sécurité, avec ses fournisseurs, avec ses clients, ses produits et ses services. Et là, ça va encourager les acteurs à investir davantage et à consolider cette nouvelle économie dans le pays. Cette question ne peut être adressée que par une volonté politique nouvelle, radicale, et les choix de gouvernance qui vont avec. Et je vais revenir encore sur la question constitutionnelle et pour répondre à Yudlin. Il n'y a pas de solution constitutionnelle. C'est fini. On ne peut plus. Seule une négociation politique peut nous permettre de sortir de l'impasse actuelle. Deuxièmement, il n'y a pas de solution parfaite non plus. Pour cette raison, il n'y a pas de solution parfaite. Nous sommes dans une culture en Haïti de tout ou rien. C'est toujours binaire, c'est 1 ou 0. Alors que la culture, la politique, c'est l'art du possible. Donc, il n'y a pas d'autre choix à faire que de travailler à l'émergence d'un nouveau consensus. Et c'est difficile, c'est vrai, parce que pour tous les acteurs politiques actuels en place, Ariel est un second best. Ça veut dire, si ce n'est pas Ariel, c'est moi. Okay? Et comme chacun veut avoir accès à la transition pour organiser une passerelle vers des élections favorables à son parti, donc, et par défaut, Ariel reste. C'est pour ça que j'ai dit que la clé aujourd'hui est entre les mains d'Ariel. Il est le seul à pouvoir être le déclencheur d'un nouveau mouvement de négociation politique dans lequel il met sur la table aussi son départ et organise de manière professionnelle, systématique et responsable et les changements qui sont nécessaires dans son gouvernement. Merci, merci infiniment à vous tous. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions aussi. On a dépassé déjà la fin formelle du webinaire et avant qu'on perde la connexion, que je passe la parole à Robert pour clôturer la session, je me permets de souligner ce que j'en retiens, les grandes lignes. D'abord, malgré les énormes défis sur les plans sécuritaires et politiques, en tout cas, moi, je ne perds pas l'espoir dans le déploiement de cette mission multilatérale de soutien à la sécurité. Si le gouvernement du Kenya et d'Haïti arrive à signer, et je pense que c'est en cours littéralement, l'accord de coopération policier requis pour surmonter les contraintes imposées par la Cour au Kenya. Donc, ça pourrait se passer rapidement, mais deuxième point, cette mission ne devrait pas faire le travail de rétablir la sécurité, elle devrait vraiment respecter son mandat pour renforcer la PNH et les efforts de la rendre opérationnelle. D'abord dans les opérations anti-gang, mais plus largement pour protéger et servir la population comme Lynn l'a bien dit. Et finalement, par rapport à l'impasse, à l'épuisement du dialogue. Et merci, Jackie, d'avoir été super clair là-dessus et sur tellement d'autres enjeux. L'épuisement du dialogue, l'impasse politique présente aussi des opportunités très intéressantes. D'abord pour le Premier ministre qui est au centre de cet imbroglio, de do the right thing, comme disait Spike Lee, voilà 20 ans, hein, de faire ce qu'il devrait faire dans les conditions, d'assumer ses responsabilités, d'être à la hauteur du moment.
et d'organiser son départ, mais sans laisser le néant, justement de relancer un différent dialogue menant à la construction d'un minimum pour un gouvernement, une administration technique de transition qui pourrait jouir de la capacité, la légitimité requise pour organiser l'élection d'un gouvernement, espérons-le, qui sera vraiment légitime et capable aura la force et la légitimité pour se compter et collaborer avec les parties prenantes dans le pays pour résoudre les problèmes ou s'attaquer au moins aux problèmes de fond. Donc, merci beaucoup pour vos analyses très, très pointues. Merci aussi pour vos idées, surtout à la fin. J'ai senti que malgré tous les défis que vous avez catalogués, on a commencé à avoir des petites lumières d'espoir. Donc, on vous rend la balle pour continuer à construire sur cet espoir, à construire cette solution. Pas seulement les panélistes, mais bien sûr aussi tous les participants, les participantes, haïtiens, haïtiennes surtout, mais aussi alliés et partenaires qui veulent y contribuer. Donc, sans plus, Robert, it's yours. Won't take much time, even though I have my challenges in speaking French. I still have a little bit of comprehension from my days in the public service of Canada. And I have to say that was an extraordinarily rich conversation that you moderated and that the panelists delivered for us. I want to thank each of you for being here and for making this an excellent session. I would also say that we've had some excellent questions come in. I'm sorry that time didn't allow for all of them to be addressed, but Stephen, you did a great job in trying to synthesize some of those, and we got to a number of them. I would say to the panelists and to the participants, this event will be shared on the website of the Canadian International Council and the Canada Caribbean Institute in due course. It will take a couple of days probably to get that operationalized, but we can perhaps send a message around to all of the participants and registrants of that link, of those links when they're available. But thank you all very, very much. An excellent day. Bye. Thank you, Robert. Merci à vous tous et toutes et à continuer. Merci, au revoir. Merci, au revoir.